sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Moin, bienvenue sur la chaîne Le Concept, c'est Grum. Pour cet épisode, je vous propose de parler d'un film assez unique en son genre, en avance sur son temps, peut-être un peu trop d'ailleurs. Alors voyons si ce film en envoie plein la tronche ou si au contraire c'est un étron. Attention au spoil parce que ceci n'est pas une critique de Tron, ou Tron, en anglais. Chef de groupe, regagnez vos postes de commande. Procédez à la numération binaire de vos effectifs. Dénombrez-les en Fortran. Je répète, procédez à la numération binaire de vos effectifs. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. C'est pas faux. Il était une fois un monde futuriste, avec des gens des années 80, et un monde virtuel du futur, des années 80. Flynn, un geek, est prêt à tout pour reprendre sa propriété intellectuelle. En effet, le méchant qui est joué par le gars qui jouait l'homme de main du méchant dans Titanic aurait volé la création vidéoludique de Flynn. Ce même Flynn, alors accompagné de deux personnages secondaires, infiltre l'entreprise du méchant qui est joué par le gars qui jouait l'homme de main du méchant dans Titanic. Son but, récupérer les jeux en les... Je sais pas trop en fait, j'ai rien compris au film, ok? Donc, en gros, il veut le reprendre, mais se retrouve téléchargé dans le monde virtuel où le noir et blanc et les couleurs un peu néon font la loi. Depuis l'intérieur, il va alors réussir à récupérer ses biens, je crois, puis en ressortir, et voilà. Le reste, j'ai pas trop compris. Et je m'en excuse. Le film est réalisé et écrit par Steven Spielberg, ah mince, je me suis entraîné pour... Steven Lisberger, pardon, c'est l'habitude. Il est sorti en 1982, il a été produit par Disney. On y retrouve Jeff Bridges, Jeff Bridges? Ah mais je l'avais pas reconnu, c'est le gars de The Big Lebowski, True Grit, R.I.P.D. et tout. Trop bien, donc ouais, bah finalement sans le Gauthier, enfin c'est un moustache et le petit beau qu'on le reconnaît pas. Donc je disais, il y a Jeff Bridges, Bruce Box... Ah mince, j'aurais dû m'entraîner à le dire avant. Bruce Box Leitner, David Warner, le gars qui jouait l'homme de main du méchant dans Titanic, et enfin Cindy Morgan. Et passons tout de suite à la vie. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Il est toujours important pour moi de commencer la partie avis en parlant d'un petit fait de ma vie dont tout le monde se fout. J'avais commencé à regarder ce film, Tron. Mon premier visionnage, je l'ai arrêté au bout de 7 minutes parce que je sentais que réellement le film est trop, trop exigeant envers moi. Et aussi visuellement, j'étais absolument choqué par ses visuels. Donc parce que je l'ai trouvé extrêmement vieilli et qu'il avait déjà un gros coup de vieux, donc je le connaissais pas déjà de premier abord, mais je l'ai vraiment trouvé très vieux déjà visuellement, tous ces côtés un peu incrustation d'humains surtout dans le monde virtuel, et comme je le disais, un peu trop exigeant pour le spectateur, trop de brouillon au début, rien n'est vraiment expliqué. T'es juste mis en fait dans une sorte d'action, donc ce qui fait que tout de suite je me suis arrêté, je me dis oh là, on va reprendre quand je serai plus réveillé. Le lendemain j'ai repris quand j'étais plus éveillé, et j'ai plus compris, comme vous l'avez compris quand j'ai essayé de faire le résumé, et j'ai réussi cette fois à comprendre pourquoi j'ai pas tout compris. C'est qu'il y a trop de personnages au début qui sont introduits, mais sans explication de qui ils sont par rapport à l'un ou l'autre, ou même l'univers, pourquoi ils ont tous ces PC, ils ont tous un double visiblement dans ce monde, mais on les reconnaît pas forcément comme ils sont incrustés en noir et blanc, un peu en mode un peu dégoulinant bizarrement, avec un casque, donc on les reconnaît pas forcément, donc on sait pas vraiment que ce sont leurs doubles. Donc il y a plein de choses en fait qui mettent mal à l'aise dès le début, et ça je trouve ça assez dommage. Mais heureusement, après tout devient plus clair quand on a enfin le petit groupe de droit qui est composé donc de Flynn, de son ex, ou en tout cas de son ami féminin avec qui c'est très, ils ont une entente très bizarre, et son copain qui, tous deux, je crois, travaillent donc dans l'entreprise du méchant dans laquelle Flynn en fait avait ses jeux, allait, je crois comprendre, les déposer, mais s'il les a fait piquer, du coup il a été renvoyé, ou alors il est seulement stagiaire de là-bas, enfin voilà, en gros il s'est fait piquer ses projets par un autre qui est devenu le directeur du bazar. Et du coup, tous les trois, ils se lancent pour mission d'infiltrer le truc et de tout télécharger, donc ce qui pourrait prendre peut-être que 20 minutes.
Là, en face, ça devient clair. Pourquoi? Parce que les deux personnages viennent voir Flynn quand il est dans sa salle d'arcade, quand il fait une pause. D'ailleurs, il est tout transpirant, c'est dégueulasse. Et enfin, ils expliquent ce qu'ils veulent faire, etc. Donc, et ça redevient, comment dire, ils sont enfin posés réellement et expliqués quoi entre eux. Donc là, ça m'a permis de raccrocher au film, même si le début, je l'avais toujours pas compris. Je me suis dit, bon, ça a l'air, le début, tout ce qui était, ouais, comment dire, montrer les personnages où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, etc. Je pense que c'est pas si grave si je comprends pas. Là, je me basais vraiment sur du court terme de me dire, ok, je les suis en train d'infiltrer le groupe. Le groupe, enfin, le groupe de multinationales, si vous voulez. Donc là, c'est assez sympa, on les voit infiltrer le bazar. Flynn se fait capturer dans le système, on va appeler ça un système. Et vraiment, cette première partie dans le monde virtuel est assez cool, parce que pareil, il y avait des personnages qui ont été capturés dans le monde virtuel, et mis en mode un peu gladiateur, obligés de concourir. Mais eux-mêmes ne sont pas des vrais humains, ce sont des programmes, alors que Flynn, c'est un vrai humain, qu'on appelle l'utilisateur, et qui se ressemble quand même. Donc ça, quand même, c'est très bizarre, hein. C'est, en termes d'écriture, de la part de ce Steven Lisberger, c'est quand même assez particulier. Une fois qu'on l'a compris, ça va mieux. Moi, il m'a fallu peut-être 1h15, 1h30 de film, sachant que les films durent 1h34, 1h36 hein, quand même. Hein. Oui, j'étais lent le jour où je l'ai vu quand même réveillé visiblement. Donc ouais, le fait que Flynn arrive dans ce monde et devienne une sorte de gladiateur aussi, soit obligé de concourir sous peine de mourir, c'est assez sympa, c'est assez captivant. Moi j'aime beaucoup de façon tout ce qui est un peu univers un peu gladiateur comme ça, où t'es obligé de te battre pour ta vie. Je trouve ça assez... je trouve que ça rend bien en fait dans les films tout simplement ou les séries. Et en plus on découvre plein de jeux vraiment chouettes, mais pour le coup c'est pas des jeux qui font remplissage pour être beau à l'écran. On sent qu'ils ont réfléchi à des 3-4 jeux qui donneraient même envie d'après d'y jouer justement. Et d'ailleurs c'est une des anecdotes que j'ai vues, je crois, que j'ai vu, c'est que les jeux qui ont été tirés des films, ils ont été remis après en mode arcade. Enfin, il était possible d'y jouer sur des bandes d'arcade. Et apparemment, ça a engendré plus de sous-sous que le film en lui-même. Donc, dans les jeux qui sont chouettes, il y a le jeu de la moto, où il faut pas croiser les effluves, justement. L'espèce de pelote basque aussi, avec la grande raquette incurvée, où il faut viser en mode Tetris en haut, là, ou casse-brique en haut, et puis après pour que ça touche une cible. Donc bref, au niveau des jeux, il y a eu vraiment une bonne recherche de fait, et de comment l'amener à l'écran pour que ça rentre bien déjà, parce que c'est pas facile, hein, on le voit quand des youtubeurs font jouent à des jeux vidéo, et du coup, même avec leurs commentaires, etc., voilà, essayer d'amener un peu de consistance au truc. S'il y a des jeux qui sont un peu ennuyants, ça donne pas envie de continuer de regarder la vidéo. Donc tous les jeux vidéo déjà ne donnent pas forcément envie d'être regardés. Et là pour le coup je trouve que ça range assez bien. C'est pas fou, hein. C'est normal, c'est les années 80, il n'y avait pas encore toutes les chaînes de YouTube, de jeux vidéo ou les streams de jeux vidéo, clairement. Peut-être que si ça avait été fait aujourd'hui, ça aurait été pensé peut-être un peu plus... comme ça, à l'époque, clairement, les jeux vidéo en 82, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Donc, gros coup de chapeau à ce niveau-là. Flynn se fait copain avec quelques potes, donc ça, c'est sympa. Ça permet un peu de relier au côté infiltration du bâtiment de tout à l'heure, parce que là, effectivement, il s'échappe du jeu de la moto. Et juste là, par contre, le fait qu'après, il devienne fugitif, je trouve que ça traîne un peu en longueur, malheureusement. Je trouve qu'on se perd un peu... dans l'intérêt, ils essaient de renouer du coup avec l'intérêt principal que j'avais encore du mal à saisir, c'est-à-dire de récupérer la propriété de Flynn. Mais heureusement, tout ça, je trouve, c'est sauvé par le visuel que je trouve vraiment réussi, très sympa, avec notamment les combats qui sont entre les tanks et les espèces de structures volantes, la destruction du pont à un moment qui même sont des c'est pas vraiment j'ai pas envie de dire que ce sont des amas de pixels, ça fait plus des lignes très simples géométriques pour que ça rende assez bien. Et d'ailleurs ça a très bien vieilli avec le temps, contrairement à ce que j'avais pu dire au début. Je trouvais que ça a assez vieilli, c'était plus au niveau des incrustations des personnages que vraiment le visuel en lui-même du monde virtuel, que je trouvais assez réussi, surtout dans les jeux et dans les grands espaces comme ça. Donc tout ça, ça m'a maintenu quand même encore un peu dans le film, et ça m'a même un peu fasciné plus en termes techniques que en termes de scénario. Après, Flynn rencontre alors la fille qui est son ex à moitié dans le monde réel. Déjà dans le monde réel c'est pas clair, donc comment vous voulez que ça le soit aussi dans le monde virtuel. Il rencontre la fille, mais elle a un casque, du coup on la reconnaît pas trop, c'est un peu bizarre.
Et du coup, il la rencontre, et c'est là que j'ai réellement compris qu'il y avait en fait, c'était un peu des doubles, mais qu'il y en avait des programmes et des utilisateurs. Donc c'est très ambigu tout ça, hein. Et je me demande justement, pourquoi ne pas l'avoir expliqué avant. Donc tout ça pour en venir sur le fait que vraiment la trame, elle est beaucoup trop floue. J'avais saisi les enjeux, mais pas les pourquoi du comment des actions qu'ils étaient en train de mener. Et ça, réellement, ça m'a frustré pendant mon visionnage. Ça manque de moments, en fait, où les choses sont expliquées clairement et pas expliquées en mode avec un langage informatique, genre, oui, empêchez-le de passer le B27 en faisant... Non, arrêtez au bout d'un moment. Faut être clair, en fait. Tu t'adresses pas à des geeks qui vont regarder ton film. Il y en avait sûrement, hein, mais un film c'est quand même destiné à la base au grand public. Sans pour autant faire tout lisser, hein, c'est pas ce que je dis, mais le rendre juste un poil plus... je sais pas, plus saisissable, je sais pas, peut-être qu'un carton au début de film avec quelques lignes qui t'expliquent certaines choses, ou 2-3 scènes en plus, où ça serait un peu plus bateau, où les gens se parleraient un peu plus simplement, ça aurait pu marcher, ou même pas dans le groupe des 3 là du début, pourquoi pas un personnage un peu visiteur qui a rien à voir, plutôt que 3 geeks, ou 3 nerds, qui vraiment se comprennent entre eux, mais que entre eux quoi. Et donc avec tout ça, évidemment, j'ai rien compris à la fin, globalement, à part le visuel. Un peu comme Lucie, hein, le film Lucie, j'ai beaucoup aimé, que j'ai compris. La fin, elle devient une clé USB. Bon, t'as envie de dire pourquoi pas, mais c'est pas très compréhensible non plus. Mais ce que je me suis dit, en fait, il faut combattre le rouge en faisant des transformations en bleu. Donc essayer de bleuifier le monde virtuel, pour que ça devienne une sorte de flinazisation de ce monde. Mais je comprends quand même que la Flynn a réussi à récupérer ses droits à l'aide d'une sorte de piratage. Et c'est encore plus montré du coup dans le monde virtuel par la dernière scène qui est la plus horrible du film. C'est quand Flynn arrive en hélico, il sort et il fait des câlins à ses deux potes. Ouais, on a réussi les gars, on est trop fort. Elle sonne faux, elle est moche. Sachant que la majeure partie du film se passe dans le monde virtuel et que le temps s'écoule à l'échelle de l'informatique soit en nanosecondes, Flynn n'y serait resté qu'une poignée de secondes. J'aimerais trop voir le film remonter avec seulement le point de vue du monde réel. Tron deviendrait alors seulement un court-métrage. Maintenant qu'on a parlé de l'histoire, j'aimerais qu'on parle de la réalisation et de la mise en scène. Comme je vous l'ai dit, je trouve que ça vieillit au niveau des incrustations des personnages. On sent que c'était le début, hein, que ça se faisait pas trop à l'époque. Néanmoins, en termes de décor, c'est quand même assez bluffant ce qu'ils ont fait. Le côté noir et blanc et néon, je m'en moquais un peu au début, mais honnêtement, ça a toujours son petit grain, ça a toujours son petit cachet. C'est sobre, c'est propre, c'est très bien pensé en termes artistiques, parce que c'est réellement pour moi de l'art ce qu'ils ont fait, puisque ça traverse le temps, quoi. Il y a des gens, ils vont aimer, d'autres pas aimer, mais jamais ça aura vraiment réellement vieilli, en fait. Peut-être plus, quelques petits détails, quelques petites finesses à refaire. Mais honnêtement, ça marche encore très bien. Notamment, ma scène préférée, c'est la manière dont est importé Flynn du monde réel, vers le monde virtuel. Il est à moitié figé, genre en mode bizarre, on dirait qu'il tombe en arrière. Et tout de suite, il y a une grille qui se met partout sur lui, et c'est genre pixel par pixel, il est téléchargé. Et c'est super joli à voir, j'ai adoré cette scène, elle était vraiment trop cool. Limite, si on fait pause et qu'on la met en fond d'écran de smartphone, ça marcherait super bien, je le conseille à tout le monde. L'univers et la création de Steven Lisberger, elle est assez impressionnante, surtout pour un monsieur qui, je viens de voir un peu sur Wikipédia sa carrière, qui a pas fait grand chose, qui a vraiment fait Tron, et après qui a fait 2-3 petits films et qui a produit Tron l'héritage, la suite donc de Tron qui est sorti en 2010, un film que d'ailleurs j'aimerais bien découvrir. Et clairement le gars, on dirait qu'il est passé à autre chose et qu'il s'est fait son délire, ou alors que peut-être qu'il s'est rendu compte que c'était pas son gros kiff de faire ça, je sais pas, je serais curieux d'avoir une interview de ce monsieur aussi. Mais au niveau de sa réalisation, notamment de sa réalisation une fois sur le terrain, je la trouve vraiment soignée, quoi, elle est vraiment impressionnante. Il y a de jolis plans, la manière aussi, la grandeur du monde virtuel, alors que tout est plat, tout est lisse, en fait, on voit les rebords, etc., mais on voit pas l'intérieur, il n'y a pas de texture, tout est noir, en fait, quasiment tout est noir. Et autre chose au niveau de la réalisation qui m'a impressionné, c'est au niveau des petites transitions à la Spielberg. Je sais pas trop comment dire, par exemple, imaginons on voit une cascade à la fin d'une scène, c'est pas dans le film, il y a une cascade à la fin d'une scène, et tout de suite on passe sur, je sais pas, genre quelqu'un qui est en train de verser de l'eau avec un pichet, vous voyez, et on voit pareil l'écoulement de l'eau. Donc ces petites transitions, moi que j'aime bien, qui
qui me donne toujours un petit smile quand je regarde un film. J'aime bien ce genre de petites transitions, c'est mon petit péché mignon. Et il y en a quelques-unes comme ça qui sont assez bien foutues, je trouve, dans le film. La musique est de Wendy Carlos. Elle a composé une très jolie BO. Un peu en mode électro vieillot, hein. Ça c'était ma critique de spécialiste musique, voilà, électro vieillot. C'est pas du tout un compliment, mais globalement je l'aime bien pour le film, je l'écouterai pas comme ça à côté, mais elle colle parfaitement au film, aux phases d'action, etc. Donc il y a certainement plus d'électro, j'ai l'impression qu'aussi dans le monde réel il y a un peu moins d'électro, il y a un peu plus de musique un peu normale, voilà, donc ouvrez les guillemets, musique normale, fermez les guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, démerdez-vous avec ça. Mais en gros voilà. Dans le film, on peut observer que lorsqu'un personnage utilise un ordinateur, il se sert uniquement du clavier. Tout comme les équipes de Disney qui ont dû créer l'univers virtuel et les effets spéciaux uniquement avec un clavier en mode texte. Un an après la sortie du film, en 1983, sortit un petit accessoire qui a révolutionné l'informatique, la souris à boules. Souris qui aurait été bien utile pour le film. Maintenant parlons interprétation, parlons corps, parlons acteur, actrice. Globalement, je trouve que ça joue moyen bien. On sent qu'on est dans les années 80, donc tout est exagéré, sonne un peu faux. Ça, c'est ce que je reproche un peu, à cinéma de temps en temps. Mais pour certains films, ça le rend kitsch et ça le rend regardable. Là, ça passe. Clairement, faut pas le regarder en VF. Je sais que c'était l'âge d'or des VF, mais je trouve que ça marche pas. C'est ridicule en VF. Faut le regarder réellement en VO. C'est beaucoup plus juste, en tout cas en VO. Il y a juste Jeff Bridges, qui, même avant que je me rende compte que c'était Jeff Bridges, que je trouve qu'il s'en sort vraiment bien pour le coup. Il donne vraiment vie à son personnage, il est drôle, il est à la fois donjouant et attachant et attachant, comme on pourrait lire des fois sur des t-shirts de pyjama de type féminin. D'ailleurs, Flynn, c'est le personnage principal, on est d'accord, hein, mais le film s'appelle Tron. Tron qui, si j'ai bien compris, le personnage central, en gros l'élu de l'univers virtuel, puisque c'est... Parce que tu es l'élu. Je sais pas, en fait, c'est le copain de Flynn dans la vraie vie, qui est en fait un programme dans le truc, et il s'appelle Tron. Donc c'est très particulier, je sais pas pourquoi Tron, ça aurait pas pu être Flynn, du coup, puisque c'est lui qu'on suit tout le long, quoi. C'est peut-être pas lui qui amène l'espèce de disque clé USB à la fin. Et toutes les infos, ça j'ai bien compris que c'était Tron qui le donnait à Flynn pour qu'il le lance à un moment avec ça se télécharge dans l'espèce de canal, dans l'espèce de colon avec la tête dessus là. Très coloré du coup. Enfin non, un peu coloré. Il est en noir et blanc ou pas? Je sais plus. Bref, je me perds encore. C'est pour ça que mes épisodes durent une demi-heure, qu'elles devraient durer même pas 10 minutes. Hein. Si je faisais des coupes, ça marcherait. Mais bon, je m'en fous, je parle. Et donc du coup, le film s'appelle Tron. Je sais pas, c'est comme si Seigneur des Anneaux s'appelait Pipin. Juste Pipin. Le Seigneur des Anneaux et Pipin. Pourquoi pas. Donc, écoutez, après ça marche bien, Tron. Je sais qu'il y a un délire avec électronique. Donc du coup, on a Tron de électronique, il y a le petit clin d'œil, etc. Ok, ça, j'ai bien compris. Sinon, à un moment, Flynn, il embrasse le double virtuel de son ex réel. Mais alors qu'elle est un programme. Donc c'est très bizarre, ça pose plein de questions. Du coup, je sais pas, est-ce que ça compte comme une relation s'il se met en couple avec elle, s'ils ont un rapport aussi sexuel, est-ce qu'il doit se protéger, est-ce qu'il doit mettre un antivirus, une capote, enfin, il y a plein de doutes comme ça du coup qui peuvent arriver. Je ne sais pas, mais en gros, je me suis posé plein de questions à ce moment-là. Quand il a commencé à l'embrasser, ma première réaction c'était Le film a été un semi-échec commercial pour Disney en engendrant que 50 millions de dollars au box-office pour un budget de 17 millions. Sa suite, Tron, l'héritage, avec un budget de 170 millions de dollars, soit 10 fois plus cher que l'original sans compter l'inflation, a rapporté 410 millions de dollars. Bref. Très clairement, Tron ne trône pas au panthéon de mes films de SF préférés. Marrant ce que tu dis parce que c'est pas tellement marrant. En revanche, il occupe une place de choix dans la catégorie film de SF où j'ai rien compris mais que j'aime bien regarder et re-regarder des mois plus tard pour voir si je comprends mieux, mais non.
Alors oui, c'est une catégorie assez longue, mais qui regroupe plusieurs films comme Interstellar, Blade Runner ou encore Dune. Il est con. Hein. Mais malgré cette bonne place, je trouve Tron trop peu clair, et plus je vieillis, moins j'apprécie qu'un film me fasse rappeler que je suis un con. Ce que tu dis n'a aucun sens. C'est dommage, hein, il manquait juste un zeste de clarté, et c'était bon. Mais vraiment pas grand chose, hein, juste un zeste de citron. Tron. Oui, cette blague a été écrite sur mon... Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous.